Et bien voilà, on a vu ensemble le 1, le 2 et le 3. Et on peut du coup avoir quelque part un langage commun et discuter ensemble, si vous le voulez, pour terminer un peu cette formation, sur éventuellement des points que vous souhaiteriez éclaircir, et moi, vous faire un retour sur ce qu'on a pu identifier grâce à ces éléments, sur les scénarios qu'on nous soumet. Voilà. Alors, il y a pas mal de petites questions quand même sur le super. climax. On me pose la question, est-ce que le climax peut être un cliffhanger ou est-ce bien distinct? Et il y a également une demande concernant un exemple de climax à ne surtout pas faire, si tu en as un. Alors, merci pour ces questions. Donc le cliffhanger, un terme propre maintenant à la série. Donc c'est vrai qu'on peut parler un peu de série. Cette notion est tout à fait valable pour l'écriture d'une série. On pourrait dire qu'écrire une mécanique de série, c'est produire une mécanique qui a vocation à refaire ce qu'on vient de dire une centaine de fois, puisque chaque épisode va être écrit en 1, 2, 3. Un cliffhanger, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'annonce. C'est finalement un moyen d'accrocher, comme son nom l'indique, le spectateur pour l'encourager à revenir voir l'épisode suivant. Techniquement, qu'est-ce que c'est qu'un cliffhanger ? Un cliffhanger, comme vous le savez maintenant, la dramaturgie étant plutôt de l'anticipation mêlée d'incertitude, ce qui est important, c'est donc de permettre au spectateur d'anticiper. Donc il ne s'agit pas de faire du mystère, il ne faut surtout pas, je dirais, faire un climax avec un problème qu'on couperait comme ça. On ferait le problème et puis on s'en irait. C'est pas tout à fait comme ça qu'on propose de le faire. En fait, souvent, le cliffhanger d'un épisode est le déclencheur de l'épisode suivant. C'est-à-dire que fondamentalement, on laisse entendre au spectateur quelle sera la promesse de l'épisode suivant. Toujours pareil, pour partager avec le spectateur cette promesse dramatique qui est faite. Donc, plutôt que de couper un climax et de ne pas donner sa solution, ce qui est possible, qui serait possible, puisqu'on se quitte sur un déclencheur, donc l'intuition est bonne, en général quand même, il est plutôt employé d'avoir un climax pour avoir un sentiment de satisfaction, et puis un autre rebondissement qui vient tout simplement nous laisser entendre quel sera le déclencheur de l'épisode suivant. Une série qui est très connue pour avoir vraiment soigné ses cliffhangers, c'est Prison Break, qui est assez emblématique. Et vous avez des beaux exemples de cliffhanger ainsi, c'est-à-dire, par exemple, à la fin d'un épisode, il a besoin de tel ou tel objet pour faire son plan d'évasion, et cet objet, à la fin, alors qu'il a résolu tout son climax, je vous rappelle que le climax est la réponse à l'objectif. Donc, si je ne résous pas mon climax dans l'épisode, c'est-à-dire que je me tape le même objectif dans l'épisode d'après, ce qui est un problème. Donc, une fois qu'il a résolu son objectif d'épisode, il découvre que un des éléments dont il a besoin est en possession du groupe néo-nazi de la prison, et donc on comprend qu'il va devoir quelque part passer pour un néo-nazi et faire copain avec eux dans l'épisode d'après. C'est une promesse forte qui sera évidemment beaucoup plus armée de manière plus précise dans le déclencheur de l'épisode suivant, mais on pourrait dire que le cliffhanger est l'annonce du déclencheur de l'épisode suivant. D'autres remarques sur le climax ? Ah oui, il y avait une question sur un mauvais climax, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Je voulais dire, un mauvais climax, c'est refuser par exemple de proposer une tâche originale, une tâche pour résoudre le problème. C'est comme si Edward Norton, dans l'exemple que je vous ai donné, se jetait courageusement sur l'arme du tueur en série, qui luttait, mais sans avoir ce phénomène, cette tâche originale de s'en prendre à son fils. D'ailleurs, petite remarque, cette tâche, voilà une autre façon de faire un climax qui n'est pas forcément souhaitable. Cette tâche doit être conflictuelle et doit être même ce qu'il y a de plus conflictuel pour le héros. Dans ce film, j'ai oublié de le préciser, mais Edward Norton, il est workaholic, comme on dit en anglais. Il a du mal à être avec sa famille parce qu'il n'a qu'une seule peur, c'est de s'en prendre physiquement à sa famille. Il est un petit peu trop proche des tueurs qui le traquent. Il a peur de ça. Donc ce qui peut lui arriver de pire, c'est de s'en prendre à son fils. Mais il est bien évident que si je fais cette scène avec un type qui a beaucoup de recul avec son fils, on le voit au début du film dire « Allez, casse-toi petit con, je te déteste », puis on comprend qu'ils sont dans le second degré, ça va être moins fort. Donc, une autre erreur consisterait à faire, soit donc à ne pas faire de tâches au héros, donc de ne pas fournir une façon originale de résoudre un problème, soit de lui faire quelque chose qui n'est pas spécialement difficile pour lui. Voilà un peu ce qu'on peut dire. D'autres remarques ? Parce que moi, ce que je voulais partager avec vous, si vous voulez,
c'est que on a des chiffres. Alors on fait des statistiques sur nos chiffres, parce que je vous dis qu'on fait un certain nombre de script doctoring par an quand même, et notamment en cinéma, on fait ça aussi pour nos partenaires, distributeurs, etc., avec qui on travaille, et on lit quand même la plupart des films qui sortent. Alors nos chiffres ont toujours, c'est comme le CNC, il y a un délai d'1 an pour qu'on les traite, mais voilà, les chiffres de l'année dernière, bon, c'est plus ou moins sur 200 scénarios, mais professionnels, je veux dire des scénarios qui vont être produits, etc. Et on voit finalement statistiquement que fondamentalement les éléments que je vous ai donnés sont aussi calqués sur les fondamentaux qui sont des axes d'amélioration puissants. C'est-à-dire qu'on voit déjà qu'il y a un problème de héros attachant. Je pense que là je parle de la fiction francophone, parce on intervient là-dessus. On voit que statistiquement les axes d'amélioration souvent ce sont d'abord et avant tout des problèmes de héros qui ne sont pas attachants. Donc le point par lequel on a commencé, il est essentiel, et ne serait-ce que ça, si vous retenez juste que se poser la question de pourquoi j'aurais envie de m'identifier à ce personnage, pourquoi j'aurais envie de m'identifier à ce héros, c'est déjà un énorme pas de progression. C'est vraiment un axe très puissant. Vous voyez ici, soit parce qu'il y a un manque de compétences, soit parce qu'il y a un personnage qui a plus de potentiel. Ça, c'est l'effet un peu Yann Solo. Évidemment, quand j'ai un personnage qui est pourchassé par tous les chasseurs de primes de l'univers, qui a le vaisseau le plus rapide de la galaxie, qui a un super dragueur, etc., ça va être super difficile pour Luke Skywalker de revenir sur le devant de la scène. Bon voilà, on a ce cas-là, des personnages construits sur le même archétype aussi. Bon, ça c'est encore des problèmes un peu différents, mais essentiellement, vous voyez que on voit déjà que le point numéro 1, c'est que le héros n'est pas forcément assez attachant. Là, on a des gros efforts à faire et c'est pas forcément difficile. C'est ça qui est intéressant, y compris en drama. Voilà, donc ça c'est une première chose que je peux partager avec vous. Et puis vous avez, si on continue à ausculter un petit peu le 1 du 1, 2, 3, dans le top, j'ai envie de dire, des axes d'amélioration de nos analyses de ces projets, on a un problème de couple objectif en jeu. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'objectifs abstraits. Vous voyez, 23% de ce qu'on analyse, c'est encore beaucoup. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que c'est utile de se dire qu'un objectif, c'est une scène. Et que cette scène est annoncée au début et que c'est ça qui fait l'anticipation. C'est comme le plaisir, c'est lié aussi à la sexualité. Le terme climax peut aussi se prendre comme une forme de jouissance. C'est l'anticipation. On a besoin de visualiser. Et donc je pense qu'en arrêtant d'être dogmatique, en disant faut un objectif, mais en ayant, quelque part, en arrêtant de parler du marteau, mais en ayant la volonté d'aller juste sur l'essentiel et de se dire il est nécessaire de faire une promesse de scène, une belle scène qu'on aura envie de voir, ça permettrait déjà de résoudre ce problème. Et puis il y a évidemment le corollaire, c'est le manque d'enjeu. Ça, c'est la difficulté du film d'auteur et des films intimistes. Alors j'ai choisi la facilité par pédagogie. Évidemment, tous les exemples que j'ai pris ici sont des exemples avec des objectifs et des enjeux surtout très forts, puisque c'est avec des hauts degrés de fiction, science-fiction, action. J'ai pris une comédie romantique, mais alors voilà. Mais gardez bien en tête que c'est tout à fait faisable sur aussi des dramas, etc. Bon. Il y a fort à parier. Alors ça, c'est moi ça n'est que mon analyse personnelle. On n'en a pas encore discuté. On fait des analyses de marché, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Personnellement, j'ai un peu l'impression qu'avec le confinement qu'on vit ici, quelque part en changeant les modes de vie, en imposant les masques, etc., ça va être un peu le baiser de la mort de tout ce qui est drama et tout ce qui est film d'auteur. Parce que qu'est-ce qu'on va faire, nous les auteurs ? Est-ce qu'on va vraiment mettre en scène des héros qui vivent dans un monde sans Covid ? Non, les spectateurs vont avoir du mal. Eux, ça n'est jamais arrivé de toute l'histoire d'humanité de confiner des gens massivement en bonne santé comme ça. Ça n'est jamais arrivé. Donc on vit quelque chose qui est extraordinaire. Le drama va mal vivre le fait que les héros ne vivent pas ça. Et si les héros vivent ça, est-ce qu'on va tolérer d'avoir des personnages qui ont des masques ? Ça n'a pas de sens. Donc vous voyez qu'il est fort probable, et je le vois déjà avec les fictions qui nous arrivent, qu'il va y avoir un rééquilibre, enfin un nouvel équilibre sur
sur des fictions à haute valeur d'imagination, quoi. C'est-à-dire de la science-fiction, des choses qui nous permettraient d'échapper vraiment à ce quotidien-là. Donc c'est possible qu'on ait une émancipation et qu'on quitte le drama, mais en tout cas pour le drama, la difficulté du drama, c'est vraiment de ne pas tomber dans l'anecdotique tout de même. Et c'est toute la difficulté de cela. Donc si ça vous intéresse, on a une fiction, on a un cours sur ce genre qui est à mon avis qui cadre bien la chose. Mais voilà une grande tendance pour ce qui concerne le 1. C'est surtout veiller à ça. Voilà, mon propos, c'est tout simplement de dire que comme on a statistiquement on a vraiment des statistiques assez précises. Hein. Je pense qu'on est assez juste. On a un volume qui est suffisant pour pouvoir en tirer des conséquences. Donc ça vaut le coup de se dire, il y a quand même pas mal de chances de se tromper à ce niveau-là. Ça permet d'aller à l'essentiel. Pour le 2, le gros problème, 45% des scénarios, alors là c'est cinéma, mais en série ça pourrait aussi être le cas, mais là c'est plutôt dans le cas de licence, mais ont des axes d'amélioration sur le conflit, c'est-à-dire qu'il y a un ventre mou au centre. Fondamentalement une tâche qui n'a pas été pensée de manière conflictuelle en amont. Ça se voit avec la difficulté qu'ont les monteurs à faire le film annonce pour vendre le projet. Je parlais justement de ça encore récemment. Il y a certains producteurs qui, au film annonce, ont des stratégies commerciales et sont bien obligés de soit avoir des films annonces qui mentent un peu, parce que le monteur peut faire des choses incroyables parfois avec le montage, pour essayer de redonner du peps, voire même faire des fausses promesses avec les affiches, mais essayer de compenser ça. C'est dommage. Alors que vous savez maintenant qu'en visualisant la bande-annonce avant même de faire le film, c'est-à-dire dès le synopsis, en essayant de se dire quelle est la tâche structurante de mon synopsis, on pourrait résoudre le problème facilement. Voilà. Sans compter que c'est probable que les auteurs qui ont écrit Sans tâche ont beaucoup plus travaillé et ont souffert, parce que c'est très très difficile, parce que le niveau est très très élevé. Ce qu'on lit, ce sont des scénarios vraiment professionnels. Donc les auteurs sont victimes de leur talent. C'est-à-dire que ils sont ils mettent énormément de savoir-faire et d'énergie pour compenser en fait une stratégie narrative qui permettrait de se concentrer sur d'autres choses. Et enfin, pour le climax, la plupart du temps, l'action n'est pas faite par le protagoniste principal. Donc ça, c'est vraiment un souci, mais en fait, vous y attendez, c'est le corollaire du fait qu'il n'y ait pas d'objectif clair. Le climax, c'est la réponse à l'objectif. Puisqu'on a dit que l'objectif est la scène finale, le climax, c'est le dernier problème en apparence impossible à résoudre qui survient dans la scène vendue à l'objectif, n'est-ce pas ? Donc s'il n'y a pas d'objectif, il y a une difficulté de faire un climax, et du coup, il est quand même nécessaire d'avoir une fin et une accélération du récit, et donc très souvent, c'est un personnage qui n'est pas le protagoniste qui vient faire le climax. Ce qu'on pourrait appeler aussi un Deus ex machina, un refus de conflit et une situation qui se dénoue d'elle-même. Voilà. Autre corollaire aussi, c'est que la dernière action est une formalité. Il y a pas... Là, c'est on m'avait demandé les climax à éviter. Voilà, quand le personnage, comme je le disais, n'est pas confronté à sa faille. Voilà. S'il n'est pas confronté à sa faille, s'il n'affronte pas ce qu'il y a de plus difficile pour lui, il va y avoir un problème. Vous savez, en fait, fondamentalement, c'est toujours intéressant, je pense, de se poser la question de pourquoi on travaille comme ça. On dit qu'il n'a pas de révélation morale et que c'est un problème. Mais c'est pas parce que Troubi ou que je ne sais quoi, ou même moi, c'est pas parce qu'on le dit, c'est parce qu'il y a des théoriciens qui le disent. C'est que on lutte contre le temps. Je peux maintenir votre attention pendant 3h30 ou 4h, ce que j'ai en train de faire. J'essaye d'être divertissant. Et donc ça, c'est la première tâche de l'auteur. Essayer de garantir du divertissement, essayer de garantir de l'attention. J'espère avoir votre attention. Mais il y a un autre problème que j'ai, moi, là. C'est que je vous prends 3 heures, 4 heures de votre temps. Donc même si je vous divertis, si vous arrêtez la formation, si vous allez manger et que vous vous dites, fondamentalement, est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui ? Rien du tout. Je vous ai volé du temps. Et vous allez être franchement insatisfait et vous auriez raison. Donc il y a un autre problème, c'est que plus la narration est longue, plus je dois aussi apporter un sentiment de satisfaction au sens de donner du sens, justement. Et c'est pour ça que
qu'on attend d'une fiction qu'elle donne une certaine morale. Et bon, bah voilà, vous savez qu'avec un certain nombre de théoriciens, on sait déjà que la façon la plus simple de donner du sens à cette fiction est de vous dire j'ai appris un peu quelque chose, en tout cas je suis rempli de quelque chose, même si je le savais déjà, je suis conforté, c'est que le héros ait une révélation lui-même, parce que si le héros lui évolue alors que j'ai de l'empathie pour lui, je vais être comblé moi aussi. Donc c'est pour ça que si le héros n'est pas confronté à sa faille, il ne va pas y avoir d'évolution possible et il va y avoir un souci.